Mesdames et messieurs, Léon Weinstein en direct de Los Angeles, Californie. Aujourd'hui, nous allons parler de deux réalités. Dans l'une, nous tombons dans l'abîme, et dans l'autre, nous volons, mais vers les étoiles. Si je ne regardais, ne lisais et n'écoutais que la presse de gauche, comme beaucoup de mes concitoyens le font, je penserais que je vis à l'époque de la chute du grand empire romain ou au moins à l'époque de l'effondrement de la tour de Babel. Si vous avez feuilleté les gros titres aujourd'hui, il est possible que vous soyez un peu inquiète à propos de votre portefeuille et de vos économies. Si vous avez manqué des informations, laissez-moi vous faire un résumé des mauvaises nouvelles. McDonald's annonce ses pires ventes trimestrielles depuis la pandémie et une baisse des ventes parmi les clients à faibles et moyens revenus. On s'attend à ce que les tarifs de Trump coûtent à l'entreprise jusqu'à 5 milliards de dollars, car la société révise à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'année. Les derniers navires apportant des biens chinois sans tarif arrivent aux États-Unis. Les économistes prédisent que les consommateurs ressentiront bientôt la hausse des prix ou verront des rayons vides. De plus, demain nous recevrons le rapport sur l'emploi pour le mois d'avril, qui nous donnera une idée précise de la façon dont l'économie fait face à l'introduction des tarifs. Trump et la réduction simultanée du DOG, on peut espérer de bonnes nouvelles à ce sujet. C'est-à-dire que tout est terrible. Et demain, il y aura le rapport sur l'emploi des Américains. Alors là, nous allons tous pleurer. Alors nous allons nous déchirer les vêtements, là-bas les cheveux. Moi aussi je risque d'arracher mes cheveux, mais pour d'autres raisons. Voilà. On s'attend à ce que 90 à 100 000 emplois soient créés. C'est très peu, c'est très mauvais pour un mois, n'est-ce pas? Cela montrera que l'administration actuelle a plongé les États-Unis dans la récession. Et il a dit qu'il rêve. Donc cela fait 35 à 38 000 emplois, ce qui signifierait que nous n'allons pas vers la récession, que nous, au moins, sommes en équilibre sur le fil du rasoir. Nous ne grandissons pas, mais tant pis pour la croissance, du moment qu'on ne tombe pas dans l'abîme. Et on s'attend à une baisse du revenu moyen chez les couches les plus basses de la population. Et, ce qui est très important, au cours des 4 dernières années, ce sont principalement les migrants venus de l'étranger qui ont trouvé du travail. Ils balayaient, creusaient, nettoyaient, et il n'y avait pas de travail pour les diplômés des écoles ou des établissements américains. Regardons le rapport après Joe Biden, c'est-à-dire le rapport sur le développement du marché sous Donald Trump. Pour la première fois depuis l'administration Trump, 1-0. Les Américains nés aux États-Unis obtiennent des emplois dans ce pays le mois dernier. En avril, plus d'1 million de travailleurs américains nés aux États-Unis ont rejoint la population active, tandis que plus de 400 000 immigrants nés à l'étranger l'ont quitté. Ce que nous voyons maintenant, c'est le résultat de la politique de Donald Trump, tant extérieure qu'intérieure. Les clandestins partent, les Américains sont embauchés et les Américains sortent du chômage et commencent à contribuer au lieu de prendre de l'argent du pot commun. Et maintenant, parlons de la création de nouveaux emplois. Attente, mauvais, c'est moins 200 000, c'est mauvais. Espoir, tout le monde rêve, c'est incroyable, 130, 140, 135, 138, différents chiffres sont avancés. Réalité? Actualité. Le rapport sur l'emploi pour avril montre une croissance sur fond d'incertitude économique. J'invite Matt Egan avec les détails. Alors, que voyons-nous dans les chiffres? Quel est le contexte ici? Oui, Amar, nous anticipions un ralentissement du marché de l'emploi, mais cela ne s'est pas concrétisé. L'embauche reste stable. Ce marché du travail est impitoyable. Voici les chiffres clés. En avril, 177 000 emplois ont été créés. 177 000 nouveaux emplois. Et cela dans des secteurs où une formation ou des compétences sont nécessaires. Le résultat a largement dépassé les prévisions de 135 000. On en était loin. Mais avec son podcast quotidien, il touche 600 000 personnes. D'ailleurs, je le recommande à ceux qui comprennent l'anglais, ça s'appelle comme ça. Toute la semaine, nous avons entendu comment les médias attisent la peur à propos du rapport sur l'emploi d'aujourd'hui, effrayant les Américains en disant que nous allons bientôt tomber en récession, que les tarifs de Trump détruisent l'économie. Nous avons reçu la réponse.
Le Bureau of Labor Statistics rapporte la création d'un nombre énorme d'emplois, 170 000 en avril, ce qui dépasse largement l'estimation de Wall Street de 138 000 et montre que les tarifs n'ont pas encore provoqué de déclin négatif. Les salaires augmentent également de 2%, ce qui représente une croissance annuelle de 3,5%. Cela se produit alors que l'agenda économique de Trump continue de tenir sa principale promesse, faire baisser les prix et ramener la base industrielle de l'Amérique. L'essence coûte moins d'1,80 $ le gallon. Il y a 6 mois, le prix moyen dans le pays dépassait 4 $. Maintenant, il est inférieur à 2. Trump a publié ce matin disant « L'essence vient de tomber à 1,80 $ le gallon. C'est le niveau le plus bas depuis des années. » Les produits alimentaires et les œufs ont aussi baissé de prix. L'énergie est moins chère, les taux hypothécaires ont diminué, l'emploi est fort et il y a encore beaucoup de bonnes nouvelles. Comme des milliards de dollars proviennent des tarifs, comme je l'ai dit, et nous ne sommes qu'au stade de transition, nous ne faisons que commencer. Les consommateurs attendent depuis longtemps une baisse des prix. Sans inflation, la Réserve fédérale devrait réduire ses taux, selon Donald J. Trump. Hier, on disait que tout allait mal et aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas vraiment le cas. Comment les démocrates vont-ils s'en sortir? Parce qu'on a envie de dire des saletés. On paie pour ça, sinon on ne paiera pas. Il faut d'une manière ou d'une autre reconnaître qu'ils avaient tort. Néanmoins, les dernières nouvelles sur l'emploi, le rapport d'avril a surpassé les attentes avec la création de 177 000 emplois aux États-Unis. Mais ce chiffre est nettement inférieur à celui du mois précédent, car les États-Unis sont confrontés à une pression économique croissante. vous avez remarqué, par rapport au mois dernier, c'est aussi dans le style de Trump, c'est mauvais. Nous accueillons maintenant le sénateur démocrate Piotr Uelch du Vermont. Sénateur, ravi de vous recevoir. Nombreux sujets à aborder. Que pensez-vous du nouveau rapport sur l'emploi? Les États-Unis sont-ils capables de résister à tout choc tarifaire? Certainement pas. Je veux dire que selon moi, ces tarifs seront considérés par les historiens comme la plus grande erreur économique des 100 dernières années. Voilà à quel point ils sont mauvais. C'est-à-dire, oui, ça a augmenté, mais malgré tout, les historiens dans 100 ans diront que ce que Trump a fait, c'est terrible. Vous savez, nos agriculteurs qui importent des engrais des États-Unis depuis le Canada, ils souffrent et nos producteurs qui ont besoin d'obtenir de l'acier et de l'aluminium, eux aussi souffrent. Et puis, en plus de cela, l'incertitude a un impact très négatif sur les affaires et sur la confiance des consommateurs. Alors, le président commet ici une erreur très grave et il joue à la roulette russe avec notre économie. La situation empire et le président prend des risques inconsidérés. J'espère que vous connaissez tous la roulette russe. On charge une balle dans le barillet d'un revolver, on le place sur sa tempe et pouf pouf pouf. Donc, celui qui a de la chance a de la chance. L'économie traverse une période effroyable, un véritable cauchemar et une honte. Ceux qui le peuvent encore, sauvez-vous. Voilà, mais si tout va si mal, alors les ouvriers ne sont pas des intellectuels puants. Mais les ouvriers, ils peuvent être blancs, ils peuvent être latinos, ils peuvent être noirs. Ils sont probablement horrifiés par ce démon de l'enfer qu'est Trump. Et nous, en Caroline du Sud, avec 3 électeurs de Trump, vous n'avez pas toujours été républicain? Non, Mo. En fait, je viens d'une famille qui était très démocrate. La première fois que j'ai voté pour les démocrates. Monsieur, j'ai voté pour Joe Biden. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Trump? Je ne peux pas raccourcir ce texte, car il contient un langage inapproprié et vulgaire qui va à l'encontre de mes principes. J'aime ça, j'aime l'authenticité. Vous avez voté pour Barack Obama, puis pour Hillary Clinton, mais cette année-là, vous avez voté pour Donald Trump. Qu'est-ce qui a changé? J'ai commencé à écouter quelqu'un. Elle s'appelle Candice Owens et j'ai lu son livre. Et cela m'a tout simplement ouvert les yeux sur le fait que peut-être il n'est pas la personne que je m'imaginais. Donc vous avez voté contre Trump lors de... En 2016? Oui. En 2020, avez-vous voté pour lui? Absolument. Pourquoi? J'ai vu comment les choses se passaient pendant son premier mandat et j'ai été agréablement surprise et satisfaite de ce qui se passait. J'ai vu que l'économie s'améliorait, j'ai vu que les relations avec certains pays s'amélioraient. Qu'est-ce que vous aimez dans ce qu'il fait? Pour Pour moi, la frontière est importante
Je n'aime tout simplement pas l'idée que quelqu'un vienne ici illégalement et bénéficie d'avantages qui pourraient servir à ma communauté. C'est pourquoi je soutiens sa politique frontalière. Lorsque vous pensez à la frontière, vous pensez aux gens qui viennent ici et reçoivent plus d'aide que ceux qui sont nés et vivent ici. Et je n'ai pas obtenu ce point de vue des chaînes d'information, mais des réseaux sociaux. TikTok est devenu une plateforme incontournable, influençant même la manière dont on s'informe sur le gouvernement américain. En dehors des États-Unis, les gens montrent aux Américains « Hey, regardez ce qui se passe! Vous savez que votre gouvernement fait ça? Vous avez vu ça? Vous avez regardé ça de ce point de vue? » Vous savez, quand on pense à un partisan de Trump, on imagine généralement un homme blanc avec une casquette rouge dans un pick-up, mais vous êtes différent. Alors, l'équipe de Donald Trump est arrivée. Ils ont retiré le tableau de Harriet Tubman pendant un court moment. Ils tentent de détruire les musées noirs, mais quel rapport avec le prix des œufs et l'impact sur vous? D'une certaine manière, c'est une gifle. D'un autre côté, ça m'est égal. Ce qui m'inquiète le plus, c'est comment je vais m'occuper de mes enfants. Je ne pense pas que cela soit important pour l'Américain moyen. Honnêtement, je suis fatiguée de voir des personnes noires s'asseoir et se plaindre de quelque chose, mais ne pas agir ou prendre des mesures pour vraiment essayer de changer la situation de manière appropriée. Sous les administrations de Trump et Biden, ils sont parvenus à certains accords avec les départements de police afin d'être moins brutaux envers la communauté noire. Maintenant, Trump a mis fin à tout cela. Comment cela aide-t-il la communauté noire? J'ai beaucoup de problèmes avec la réforme de la police et avec la façon dont, en général, on traite les policiers. Mon mari suit actuellement le processus pour devenir policier. La quantité de haine que reçoivent les policiers, même les meilleurs d'entre eux, est, à mon avis, devenue un énorme problème. Surtout en période électorale, quand cela se manifeste clairement par des phrases comme « Oh non, les policiers sont mauvais », « Les policiers vous détestent parce que vous êtes noir », ils sont tout de suite considérés comme méchants. Cet homme parle de se présenter pour un 3e mandat. Qu'en pensez-vous? Un 3e mandat, pour moi, c'est absolument non. Je pense qu'à la fin de ces 4 années, il est simplement temps d'aller de l'avant. C'est un exemple frappant de la façon dont il troll les gens, parce que les gens disaient « Oh, s'il arrive au pouvoir, il deviendra un dictateur. Il essaiera de se présenter pour un 3e mandat. » Il dit qu'il va se moquer de vous et le dire juste pour vous énerver quand vous pensez qu'il va faire quelque chose. Je pensais que vous aimiez cet homme parce qu'il est si sincère et si franc. Vous devez distinguer quand quelqu'un troll intentionnellement une autre personne, comme c'est clairement le cas ici. Si vous deviez le refaire, voteriez-vous à nouveau pour Donald Trump, oui ou non? Oui, je voterai. Maintenant, à l'avenir, je ne suis pas une démocrate convaincue, ni une républicaine convaincue. S'il y avait une candidate du Parti démocrate qui me correspondait davantage, alors je voterais pour la démocrate. Si vous retourniez dans le passé, auriez-vous voté pour Trump? Je pense connaître la réponse. Passons à autre chose. Anastasia, oui, tout de suite. Oui. Non, excusez-moi. Si vous deviez le refaire, auriez-vous voté pour Donald Trump, oui ou non? 1000%, absolument oui. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est stupéfiant. Et ce qui choque, ce sont ces jeunes noirs de gauche qui ressemblent à des gens instruits. Auparavant, ils votaient non pour Obama et Biden, mais cette fois, ils ont voté pour Trump. Et s'ils devaient revoter, ils voteraient encore et encore pour Trump. Et c'est CNN. Comment CNN va-t-il expliquer ce phénomène? Après tout, ils ne font que dire le contraire. C'est intéressant. La plupart des informations ou de la désinformation qu'ils reçoivent provient d'Internet. Voilà ce que c'est. Ces réseaux sociaux sont horribles, ils trompent les gens comme Cable News Network, et ces gens sont tellement naïfs. Oui, on ne peut pas dire ça parce qu'ils sont noirs, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils croient tout ce qu'on leur dit. Vraiment, à 100%. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point les réseaux sociaux dictent, surtout pour la jeune génération. Il a dit qu'il apprenait plein de choses sur l'Amérique qu'il ne savait pas avant. J'étais surpris d'où il tenait toutes ces nouvelles informations. Les apprends-tu? TikTok.
Voilà la conclusion qu'ils ont tirée. Tout est à la faute de TikTok, c'est à cause de TikTok qu'ils perdent. La Chine, les gars, vous êtes républicains et vous adoptez le récit chinois sur votre propre pays à cœur. Mais s'arrêter, réfléchir et essayer de comprendre pourquoi les gens font plus confiance à TikTok qu'à vous, faible. C'est intéressant comme si c'était sur commande. Il y a une semaine, tous les sondages, enfin disons 90% des sondages de la population ont commencé à montrer que Donald Trump perd du soutien. À la mi-avril, Donald Trump était soutenu par, combien déjà, environ 12% de jeunes de plus que le démocrate. À la fin d'avril, tout le monde a soudainement commencé à montrer qu'il avait 4% de retard, moins 12 plus 4, cela fait 16% de différence. En une semaine, sans aucune raison. Eh bien, messieurs, ça n'arrive pas comme ça. C'est comme à l'époque, en 16, en 15. Ils ont pris 5 millions de voix à Sanders dans l'ordinateur. Ils les ont rapidement transférées dans la colonne d'Hillary et soudain, elle s'est retrouvée en tête dans la course à la présidence du Parti démocrate en 2015. Eh bien, écoutons une personne sensée. Victor Kenson, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Victor Davis Kenson. Les sondages montrent que Donald Trump est en retard de 4 ou 5 points. Mais si vous regardez le sondage Rasmussen ou le sondage de Mark Penn, un démocrate et centriste, Trump est presque à égalité. Mais si vous regardez de plus près le sondage où il est fortement en retard, vous verrez que seulement 37% des personnes interrogées ont voté pour Donald Trump. Mais Donald Trump a gagné avec presque 1,5 point d'avance. Ça n'aurait pas dû être, je ne sais pas, 51% contre 49%. Dans ce cas, ils ont délibérément sous-estimé les partisans de Trump, comme ils l'avaient fait auparavant. Ils ont interrogé plus de 2000 personnes, mais seulement 840 ont été identifiés comme des électeurs de Trump. N'aurait-ce pas dû être la moitié? Alors, où veux-je en venir? Nous revenons à ce qui s'est passé en 2016, lorsque les sondages étaient complètement erronés. La même chose s'est produite en 2020, lorsqu'ils ont surestimé la force de Biden de 4 ou 5 points, puis même en 2024. Un sondage, le dernier jour des élections, montrait que Kamala Harris gagnait de 4 points, montrait que l'Iowa perdait face à Trump de 3 points, alors qu'il a gagné avec un écart de 12 points. Alors, que font les sociologues? Non, ce n'est pas que Trump ait perdu une partie de son soutien à cause des débats sur les guerres commerciales, mais les sociologues essaient de créer une impulsion pour collecter des fonds et motiver l'opposition. Mais il ne s'agit pas seulement de tromperie dans les médias et dans les sondages. Dans les ministères et les agences, les démocrates ont laissé des agents dormants, appelons-les ainsi, prêts à saboter activement le travail de l'administration dès qu'ils reçoivent Dieu le signal. C'est-à-dire agir de manière à ce que l'Amérique aille plus mal. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, est ici. Et elle dit la chose suivante, des criminels de l'État profond. Et elle les avertit en se référant à 2 fuites présumées d'informations classifiées du ministère de la Justice pour des poursuites. D'après la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, 2 objets et plus sont en route, tandis que la 3e transmission est analysée. C'est un plaisir de la voir en personne pour des explications. Donc, j'ai lu à ce sujet, vous m'avez indiqué que cela se produisait. 2 personnes s'étaient impliquées dans la fuite et une 3e approche. Pouvez-vous détailler la nature des fuites et comment vous les avez découvertes? Allons-y. Précisons d'abord que c'était un problème de longue date. L'une des raisons pour lesquelles le peuple américain a voté massivement pour le président Trump. Elle consistait à éradiquer la politisation et l'utilisation du renseignement comme une arme, sapant ainsi la confiance du peuple américain envers la communauté du renseignement et l'État de la sécurité nationale. Mais cela sape également directement notre propre sécurité nationale. C'est pourquoi j'ai clairement fait comprendre au Sénat des États-Unis, au peuple américain, lorsque j'ai eu l'honneur d'être nommé à ce poste, que nous ne permettrions pas que cela continue. Nous prenons cela très au sérieux. Divulguer illégalement des informations classifiées est interdit. C'est l'accomplissement d'une promesse et d'un mandat que le peuple américain a donné à Donald Trump.
Nous avons mené notre propre enquête interne. Nous l'avons transmise au ministère de la Justice et au Federal Bureau of Investigation pour une enquête criminelle officielle. Parce que c'est un crime et les gens doivent être tenus responsables pour que cela cesse. Quand vous étiez membre du Congrès, et nous en avons parlé, certains employés du département, sans vendre de secrets à la Russie ou à la Chine, sabotent tout de même. Nous le surveillons également. Je suppose, absolument. Mais ils sapent la politique de l'administration, de la première administration. Ils travaillent contre vous. À la CIA, ils travaillent contre vous. Maintenant, vous découvrez cela. Alors, vous avez trouvé des gens qui étaient motivés, qui semblaient motivés à saper le président. Oui, quand nous regardons les exemples que j'ai vus pendant la courte période où j'occupe ce poste, elles consistent principalement en des fuites très sélectives vers leurs amis dans les médias de propagande qui déforment et manipulent directement les renseignements afin de saper la politique du président et son travail actif pour assurer la sécurité du peuple américain. Tulsi dit qu'ils ont déjà découvert 3 employés dans son administration qui divulguaient des informations de manière sélective. Elle a communiqué des informations secrètes à ses contacts dans les médias afin d'entraver le gouvernement dans la conduite de sa politique intérieure et extérieure. Est-ce que cette 3e personne est au courant que vous l'avez ciblée? Emmanuel Macron. Peut-être qu'ils ne le savent pas. D'accord. Mais ce sont les 3 premières enquêtes que nous transmettons au ministère de la Justice. Il y en a d'autres que nous poursuivons, des enquêtes que nous continuons en interne. Pouvez-vous me dire ce qu'ils, Emmanuel Macron, ont fait et nous saurons... Si nous connaissons leur nom? Je ne peux pas entrer dans les détails pour le moment en raison des enquêtes criminelles qui seront menées par le Federal Bureau of Investigation. Emmanuel Macron. Mais dans chacun de ces exemples, je peux vous dire que nous savons que Emmanuel Macron, l'intention basée sur le résultat que nous avons vu à travers leur fuite dans et d'autres publications et d'autres, cela visait directement à saper le président Trump et son travail. En collaboration avec ce directeur de la CIA et du Federal Bureau of Investigation, puisque vous supervisez tout cela, cela peut donc être n'importe qui dans ces bureaux sous votre autorité. Oui, d'accord, EM. Le ministre de la Défense doit également gérer des fuites, comme nous venons de l'apprendre. 3 ont été licenciés, un 4e pourrait suivre. En tant que directeur du renseignement national, participez-vous à cette enquête? Le ministère de la Défense enquête de son côté, mais je n'en sais pas plus. Je n'ai pas été impliqué ni lié à cela. Ce que nous examinons concerne exclusivement la communauté du renseignement, ce qui signifie le bureau du directeur du renseignement national, mais aussi la supervision de 18 différents éléments du renseignement que je contrôle. Pour ceux qui ne le savent pas, Tulsi Gabbard, probablement en russe, est membre du Congrès du Parti démocrate, lieutenant-colonel de réserve. La garde nationale coordonne et est responsable dans le gouvernement Trump du travail des 18 services de renseignement américains, c'est-à-dire de tous les services de renseignement aux États-Unis. Elle coordonne leurs efforts. Sa mission est d'assurer la sécurité, la protection du pays et de ses habitants. Et que se passe-t-il avec la bourse ? Au fait, oui. Où est-ce qu'elle chute, comme on nous le raconte, ou de côté peut-être, ou Dieu nous en préserve encore ailleurs ? J'imagine. Larry Kudlow est un économiste, analyste et journaliste. De 2018 à 2021, il a été président du Conseil national de l'économie des États-Unis. Larry était l'un des créateurs. Voilà ce que nous appelons l'économie. L'économie. Trump 47 jusqu'à aujourd'hui, ce que nous voyons, ressentons et vivons actuellement. Il fait partie de ces gars-là qui l'ont créé. Nous venons de terminer les 9 meilleurs jours de toute l'histoire de l'indice 5 cents, qui a augmenté de 10% pendant cette période. Quoi ? Les 10 meilleurs jours de l'histoire des variations boursières parmi les 500 plus grandes entreprises des États-Unis ? En fait, le S&P est désormais plus haut. En fait, l'indice est maintenant plus élevé qu'il ne l'était le jour de la libération, le 2 avril. Le marché se réjouit de la possibilité de conclure des accords commerciaux majeurs. Le marché se réjouit du rapport sur le produit intérieur brut cette semaine, où la croissance de base a réellement dépassé 3%. Le marché se réjouit du rapport sur l'emploi d'aujourd'hui qui a dépassé toutes les attentes. Et cela montre que les emplois privés augmentent, tandis que les emplois publics diminuent.
Ne pensez-vous pas que ce n'est pas exactement ce qu'on disait à propos de ce qu'on vient juste d'entendre? Je dirais plutôt le contraire. Peut-être pas exactement le contraire, mais quand même l'opposé. Le marché se réjouit de l'inflation nulle pour mars, en citant le président Trump sur la plateforme. Le marché se réjouit du prix de gros de l'essence à 1980, de la baisse des prix des produits, oui, de la baisse des prix de l'énergie, de la baisse des taux hypothécaires et d'un fort taux d'emploi. Et oui, il a aussi raison de dire que la Fed devrait baisser son taux des fonds fédéraux, et je pense que les marchés boursiers le ressentent aussi. Mais ce n'est pas tout. Le marché sait qu'un grand et beau projet de loi passera à la Chambre des représentants et au Sénat, y compris de nouveaux avantages fiscaux personnels avec exonération d'impôts, pourboires, heures supplémentaires et allocations de sécurité sociale. Le marché apprécie le retour à l'amortissement immédiat à 100% pour les machines et équipements avec effet rétroactif au 20 janvier 2025. D'ailleurs, cela augmentera les bénéfices. Les bénéfices sont la base des actions et la base de la croissance réelle des salaires pour les travailleurs de la classe moyenne. Le marché adore le taux d'imposition de 15% pour les entreprises qui produisent en Amérique, ce qui est également bon pour les bénéfices, qui sont la force vitale de toute l'économie. Le marché aime aussi les investissements dans les usines qui auront également droit à une dépréciation bonus de 100% la première année avec effet rétroactif au 20 janvier. C'est une politique formidable pour l'embauche d'ouvriers en col bleu et pour une augmentation significative des salaires afin de couvrir les dépenses du ménage et plus encore. Je réalise que certains éléments vous échapperont. Par exemple, sous Biden, une entreprise dépensait, disons, 100 millions de dollars pour de nouveaux équipements. Et comptabiliser cette dépense, c'est-à-dire l'amortir, je ne sais pas si vous comprenez ce terme ou non, elle ne pouvait pas l'amortir en une seule fois. Elle devait amortir 20% chaque année pendant 5 ans. Qu'est-ce que cela signifie? Si votre 250 millions de dollars, vous payez la moitié en impôts, mais pouvez déduire des dépenses. Sous Biden, si vous avez acheté pour 100 millions, vous ne pouvez 20 millions, cela n'a aucun sens, n'est-ce pas? 250 moins 20, ça fait 230 millions. La moitié, disons, très grossièrement, c'est 115 millions à donner à l'État. Maintenant, ce que Donald Trump dit, c'est « tu as acheté pour 100 millions, 250, moins 100, ça fait 150. » Donc maintenant, tu dois payer la moitié. Si on paye la moitié de 150, ça fait 75, et non pas 115. Vous sentez la différence? Oui? Cela ne veut pas dire que les entreprises riches ou les individus riches s'en sont mieux sortis. Cela signifie que les entreprises peuvent et vont investir cet argent dans le développement, l'expansion de la production, la création de nouveaux emplois. Personne ne cache cet argent sous un matelas, vraiment personne. Même lorsque cet argent est déposé à la banque, il est ensuite réinvesti et retourne donc dans le circuit des investissements. Sans que cela aille à l'État. Ils ont envoyé cela au Nicaragua pour qu'on enseigne là-bas aux enfants nicaraguayens que l'homosexualité, c'est aussi bien. Les journalistes libéraux regardent cela avec leurs yeux, mais on dirait qu'ils n'utilisent pas leur raison. Ils mentent sans arrêt, ils perdent leur audience, et ensuite les annonceurs disent « Une seconde, personne ne vous regarde, pourquoi devrions-nous payer pour la publicité ?» Et ils commencent à payer pour la publicité en fonction du nombre de personnes qui les regardent. Et ces journalistes commencent à être licenciés. Voici juste une icône, une telle icône du libéralisme, Rachel Maddow sur... Elle recevait auparavant 30 millions de dollars par an, mais il y a 1 an, après de longues négociations, ils l'ont suppliée, convaincue de baisser... Quelle horreur! Elle gagnait jusqu'à 25 millions par an. Maintenant, elle n'a plus d'audience, elle n'en a plus du tout. On lui a demandé de partir. C'est-à-dire qu'elle est soit avec eux, pour ainsi dire, soit elle gagne encore moins, soit elle commence à supplier tous ses employés. À votre avis, qu'a-t-elle commencé à faire? Vous avez deviné? Vous avez deviné? Rachel Maddow, ces jours dorés, avec un revenu de 25 millions de dollars par an, touchent peut-être à leur fin. Alors, vous vous souvenez du show 100 jours? Elle travaillait vraiment 5 nuits par semaine. Imaginez la folie. Oui, elle devait travailler 5 nuits par semaine. Maintenant, elle revient à 1 seule fois par semaine. Mais je ne suis pas certaine que ça va durer. Et vous savez comment je le sais? Tout s'en va.
Chaque producteur qu'elle a, en fait, s'en va déjà. Tout le monde, sauf le producteur exécutif principal, était quelqu'un qui était là depuis le tout début du spectacle et qui l'a aidé à le créer avec elle. Il n'a dit sayonara qu'hier, puis toute son équipe de production, à l'exception du patron principal et du producteur exécutif, ont tous été licenciés. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je veux dire, je sais qu'ils doivent économiser de l'argent, mince. Il faut payer le salaire de Rachel, 25 millions de dollars. Mais ma vraie pensée à propos de tout ça, c'est qu'ils la suppriment aussi progressivement. Parce que, comme je l'ai déjà dit, vous ne pouvez pas exister dans le monde en tant que société de médias lorsque vous payez ces salaires vraiment, vraiment énormes et que vous ne pouvez obtenir aucun retour sur vos investissements. Tout a considérablement changé. Une star, si on peut l'appeler ainsi, Rachel Maddow, perd sa main droite, car l'effusion de sang dans le réseau libéral continue ou s'aggrave. C'est parce qu'ils licencient tout le monde. Ils n'ont plus d'argent. C'était, comme à l'époque, un assez bon achat pour Comcast, quand ils ont rassemblé toutes ces chaînes câblées et ont pensé, bien, nous pouvons simplement imprimer de l'argent. Sauf que quelque chose a changé et soudainement ces entreprises sont devenues un poids mort très rapidement. Et quand vous avez un poids mort combiné à des maux de tête politiques, ce n'est vraiment pas le genre de business dans lequel vous voulez être. Ils le séparent donc, et avant cela, ils tentent de déterminer ce qui est nécessaire et ce qui ne l'est pas. Vous savez, une chose dont ils n'avaient vraiment pas besoin, et ils l'ont compris assez rapidement, c'était Joy Reid. Vous vous souvenez de la femme qui disait qu'il ne fallait pas dîner à Noël avec des proches qui auraient pu voter pour Trump? Beaucoup ont voté pour Trump. Trump a remporté le vote populaire, il a gagné au collège électoral, il a gagné les élections. Joy Reid. Et pourtant, vous essayez de dire qu'il nous faut une sorte de guerre civile. Voilà où vont les démocrates. D'accord, ils veulent simplement annuler la moitié du pays et c'est en quelque sorte, pour ainsi dire, leur méthode. Je pense donc que le réseau a commencé à réaliser que ce n'est probablement pas ce réseau-là, ou du moins pas celui-ci. Ce sera Comcast, la société mère, Brian Roberts, qui y dirige, le directeur général. Vous savez, et il n'est pas fou comme Rachel ou Joy Reid. Et c'est pourquoi ils ont commencé à prendre certaines décisions. Et elle a été l'une des premières avec qui ils se sont séparés. Avec toute l'équipe de Rachel, en quelque sorte. Je voulais que vous entendiez pourquoi les téléspectateurs ont arrêté de regarder de telles émissions. Rachel, par exemple, gentille, merveilleuse, jeune, a dit aux téléspectateurs que si vos proches ont voté pour Trump, il faut couper les liens avec eux. Avant Noël, elle a déclaré qu'il ne fallait en aucun cas accepter de s'asseoir à la même table de fête que des ennemis. Les ennemis sont évidemment les partisans de Trump. Nous étions ses ennemis. Nous sommes ses ennemis, mesdames et messieurs. Et elle a essayé de convaincre les jeunes. Elle regardait, pour ainsi dire, elle les regardait. Eh bien, la jeunesse conditionnelle, pas 18 ans, disons, mais plutôt 25 à 40 ans. Oui, eh bien, convaincre cette jeunesse conditionnelle que leurs parents, leurs frères, sœurs, famille, amis, si eux, ils n'ont pas voté pour le parti que voulait Rachel, alors ce sont des ennemis, des ennemis. Pour cela, elle recevait pour ses négociations 25 millions de dollars par an. Messieurs, l'Amérique ne veut plus considérer les enfants ou les parents comme des ennemis, ne veut plus penser pour qui ont voté les proches et avec qui il faut rompre les relations à cause des désaccords politiques. C'est ce que veulent les diplômés des universités américaines ayant suivi un cours complet de lavage de cerveau. Et dans un état de perte totale de raison, ils travaillent à la télévision, à la radio, dans les tribunaux, dans les universités, dans les musées et dans d'innombrables organisations créées avec l'argent volé aux travailleurs américains cachés par le Parti démocrate. Ces organisations emploient à l'équivalent des centaines de milliers de fainéants, je n'exagère pas, elles emploient des centaines de milliers de personnes qui ont étudié pour devenir des spécialistes du mouvement, pour... Comment ils appellent ça chez eux? Pour la défense des droits des femmes au Nigeria au XVIIIe siècle. Je vais vous enseigner en une phrase ce que d'autres mettent 5 ans à apprendre. Les femmes au Nigeria au XVIIe siècle ne savaient pas qu'elles avaient ou pouvaient avoir des droits. Et donc, pour une spécialité très nécessaire, ils suivaient tous une formation absolument indispensable en masse. Alors,
on a besoin de balayeurs, on a besoin de psychothérapeutes. Et la troisième, la profession la plus importante, c'est celle d'instructeur pour la transition en douceur psychologique des enfants qui changent de sexe, du féminin au masculin, du masculin au féminin, et ainsi de suite pour les enfants d'âge scolaire primaire. Je sais que j'ai complètement déformé cette spécialité, mais elle existe pour les enfants. Chez nous, je pense qu'il y a tout simplement beaucoup plus de spécialistes diplômés que d'enfants qui veulent changer de sexe à cet âge-là. Ces personnes sont regroupées dans des milliers d'organisations à but non lucratif et sont utilisées pour résister aux actions des républicains, pour les discréditer sur les réseaux sociaux. Voilà, disons, en Russie, il y a ces fameuses fermes, ou comme on les appelle là-bas, oui, Pargolovo, là-bas, comment ça s'appelle? Eh bien, là-bas, ils sont assis, donc, Lougovo, je ne me souviens plus où, près de Leningrad, près de Saint-Pétersbourg, c'était quelque part là-bas. La première, c'était la toute première. C'est pourquoi on l'appelle maintenant, donc, d'après ce nom. Mais en tout cas, là-bas au moins, ils embauchent donc, alors qu'ici les diplômés des universités, on les invite à travailler, voilà, ils ont terminé quelque chose comme ce dont je parlais, on les invite à travailler et ils restent assis toute la journée à essayer d'écrire des méchancetés pendant toutes sortes de discussions sur ces mêmes réseaux sociaux, on leur donne des phrases, bien sûr, ils les envoient, les traitent, etc. En plus de cela, ils s'occupent d'une autre tâche importante. Ils organisent ou aident à organiser des manifestations de protestation. Ils jettent des pierres sur les concessionnaires Tesla et rayent les voitures avec des clous, soit celles de personnes qui ne plaisent pas à quelqu'un, soit celles des propriétaires de Tesla. Ils crèvent les pneus, s'ils en ont bien sûr la force, mais pour cela on utilise généralement des gars plus costauds. Et d'ailleurs, on m'a crevé les pneus 11 fois. Et il a fallu construire une clôture avec un portail, mais maintenant je suis très content que je l'ai construite. Et ces personnes utilisent également ces actions pour d'autres initiatives importantes visant à améliorer la vie de la population. Par exemple, jeter des pierres dans les vitrines des magasins de luxe. Et ensuite, avec un marteau, ils brisent les vitres restantes. Équipés de gants spéciaux pour saisir les objets chauds, ils retirent les morceaux de verre et dégagent le passage. Le chemin vers le bien gratuit. Pour faire simple, ils commencent par les hommes politiques du Parti démocrate, les présentateurs, les employés des organisations démocrates à but non lucratif et des organisations non gouvernementales, ainsi que les lumpens qu'ils ont engagés, qui sont des voleurs ou, au mieux, des complices de voleurs. Choisissez l'une des deux options. Ils peuvent aussi être de parfaits idiots, ce qui arrive également. D'accord, messieurs, terminons-en là. Et si quelqu'un en a envie, vous pouvez regarder, il y en a dans la rangée vidéo, certains dont le nom est écrit en vert, pas en blanc, pas en jaune, mais précisément écrit en vert. Voilà, cette vidéo est faite spécialement pour les sponsors. Nous voulons collecter un peu d'argent pour la chaîne, donc désolé, mais ce sont des vidéos supplémentaires, un travail supplémentaire. Donc les bénévoles, nous faisons tout cela pour que, disons, un peu d'argent arrive à la chaîne. Par mois, il faut dépenser 4 $, peut-être plus. Nous prendrons aussi plus, c'est-à-dire que si vous vous trompez et écrivez 44, nous prendrons aussi 4 $ par mois. Mais si vous payez à l'avance pour l'année, ce sera 3 $ par mois.